C'est Midi reçoit aujourd'hui une mère passionnée de l'art musical. Léry Sankofa, de son vrai nom Begré Valérie, est une artiste musicienne, instrumentiste, compositrice, percussionniste ivoirienne. De père et de mère choriste, c'est à l'âge de 9 ans, en 1998, qu'elle commence son initiation à la percussion. Puis, en 2005, après avoir obtenu son BEPC, elle entre à l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC. Elle intègre, plus tard, plusieurs orchestres. Elle est également l'organisatrice du spectacle « Toi, l'autre moi » et la conceptrice musicale du spectacle « Drôle de femme ». Léry renforce son expression artistique à travers des échanges avec divers styles et genres musicaux, ce qui favorise sa notoriété. Elle est avec nous sur le plateau de C'est Midi. Merci de donner. Et voilà, la présentation faite, mesdames et messieurs, cher public, très sympathique. Merci de donner une belle ambiance pour faire entrer notre invité, nom de scène Léry Sankofa, de son vrai nom, Begré Valérie, sur le plateau de C'est Midi. C'est du Léry Sankofa, faites un triomphe, mesdames et messieurs. Une entrée toute particulière, hein, très, très colorée. Et attention, on va l'aider. Voilà, merci beaucoup à Dr Philo, bravo. Et bravo à notre invité qui vient de nous livrer une belle petite prestation en quelques minutes, et qui nous a fait bouger et qui est en rapport avec sa passion, sa flamme, son art. Vous allez la partager avec nous aujourd'hui sur le plateau. Bonjour à vous, bienvenue. Merci beaucoup d'être là surtout. Merci beaucoup. Merci, bravo. Alors, pendant cette émission, comment souhaitez-vous que je vous appelle? Léry Sankofa? Léry Sankofa. Léry Sankofa. D'accord. Donc, Léry, ça va? Oui, ça va, Léry. Ok. Donc, avec votre permission alors. Ouais. Sur votre histoire et surtout sur votre positionnement artistique, Dr Philo qui vous a accompagné, il nous a surpris d'ailleurs au balafon. Je ne sais pas combien de temps ça a mis pour apprendre à jouer de cet instrument-là. Ça a été de l'improvisation. En fait, la différence c'est qu'elle, son djembé l'a propulsé. Et moi, pour moi, ça m'a ramené en arrière. On me chassait partout. Ça fait des années qu'elle le fait, depuis l'âge de 9 ans. Et là, cette fois-ci, on parle de notre invité témoin, Madame Begré Valérie, épouse Kofi, que nous appellerons pendant cette émission par son nom d'artiste, Léry Sankofa. Sankofa, d'accord. Alors, encore une fois, welcome, bienvenue dans cette belle émission. Et vous savez que toutes les grandes passions ont une petite histoire. Comment a-t-elle démarré, la vôtre? Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à toute l'équipe de C'est Midi. Mon histoire a commencé à l'âge de 9 ans. Lorsque un de mes cousins est arrivé à la maison et il pratiquait très bien cet instrument. Et comme il faut dire que quand j'étais petite, j'étais un peu un garçon manqué. Donc j'aimais jouer avec mes frères, voilà. Et tous mes frères pratiquaient très bien cet instrument. Donc c'était une famille artistique? Ouais, on va dire ça. Papa, maman étaient à la chorale et puis tous mes frères et sœurs, soit à la chorale ou bien on était toujours en train de jouer d'un instrument ou bien de chanter. En tout cas, c'est comme ça, dans cet univers-là que j'ai grandi. Donc quand mon cousin est venu, j'ai vu qu'il jouait très bien et puis il avait cette manie-là avec ses doigts de taper et puis il serrait le djembé entre ses cuisses et puis il soulevait, le son changeait à chaque fois. Et puis il s'amusait comme ça avec l'instrument. Et moi, ça m'a vraiment façonné et puis ça m'a séduit en fait. C'était tout magique à vos yeux et à vos oreilles de voir cette façon particulière de jouer le djembé. Pardon, j'ai pas compris. C'était tout magique à vos yeux et vos oreilles? Oui. Comme un instrument
rythmique. Bon, ça veut dire, je sais que c'était rythmique. Moi, quand j'étais petite, je voyais ça comme ça. Avec juste une peau dessus, comme ça. Il arrivait à faire sortir plusieurs sonorités avec ses doigts. Et puis, il y avait toujours des petites frappes là. Quand tu n'as pas envie de danser, mais tu vas danser forcément. Et ça m'a vraiment séduit. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à cet instrument. D'accord. Et comment s'est effectué l'apprentissage? Parce qu'une fois après, on a envie de toucher à la réalité, de tutoyer l'instrument, de le maîtriser et de performer aussi comme la référence que vous aviez, à savoir votre cousin. Il y avait déjà l'envie qui était déjà là, donc c'était facile. Et puis mes frères, tout le monde pratiquait. Donc je me suis attachée à lui, je l'emmerdais tout le temps. Donc on travaille. Et puis quand on va à l'église, je me mettais avec ceux qui jouaient les instruments, je me mettais derrière les percussionnistes. Et quand ils jouaient, moi j'accompagnais à côté. Ça c'était pendant les séances de répétition? Même à l'église, pendant même le culte. Il y avait toujours des petits tambours à côté, souvent c'est un peu percé, négligé façon là. Moi, je me mets là-bas et puis je tape aussi. Et puis quand on était à la maison, on n'avait pas forcément besoin d'un djembé. Sur la table, sur tout support en tout cas, on travaillait. Donc c'est comme ça l'envie de fil en aiguille. Voilà, c'est comme ça que l'envie est venue et puis de fil en aiguille. Et jusqu'à ce que j'arrive après le BEPC. Avant d'arriver au BEPC, voilà. C'est une étape importante déjà d'affronter le public. Quand on pratique un art, c'est vrai, les tables à la maison, les djembés à l'église, mais affronter le public, est-ce que ça a été pour vous, à un moment donné, une difficulté? Bon, je vais dire pas vraiment parce que dès le bas âge, j'ai commencé à affronter le public à l'église. Voilà, avec le djembé ou bien avec le chant. Soit je chantais, soit je jouais de la percussion ici. C'était toujours devant plusieurs personnes, personnes en public. Donc vous avez pris très tôt les devants de la scène. Voilà, on va dire comme ça. Je n'avais pas peur de jouer devant, mais jusqu'à actuellement, le stress, il est là. Hein. Même quand je dois jouer devant plusieurs personnes, il y a un petit stress qui est là d'abord, et puis bon, après, on le surmonte, quoi. Après, l'adrénaline monte. Et voilà. Même si je dois jouer devant 2 ou 3 personnes, il y a un petit stress, et puis après, mais... Il vous a fallu combien de temps d'apprentissage auprès de votre cousin et des instrumentistes de l'église pour sentir au bout d'un moment la maîtrise de l'objet? De 9 ans, CM2. J'ai repris ma classe 2 fois. Une fois, j'ai repris ma classe de CM2. Donc 2 ans et on va dire 3 ans. Au bout de 3 ans, vous vous sentiez à l'aise avec l'instrument? Oui, j'étais un peu quand même à l'aise. D'accord. Et quelles étaient les réactions déjà au sein de la communauté lorsque vous vous performiez sur scène? Bon, je ne recevais aucun regard bizarre. Bon, c'était rien d'extraordinaire. Moi, en tout cas, à mon avis, hein, je ne faisais rien d'extraordinaire. Et puis, mes parents, ils n'étaient pas vraiment émerveillés. Bon, c'était normal en fait. Personne ne vous félicitait, il n'y avait pas de compliments? Si, on me félicitait, mais oui, c'est juste... ah, c'est bien. Bon, c'est pas comme si je faisais quelque chose d'extraordinaire en fait. C'est plus tard que j'ai réalisé que c'était quelque chose de quand même différent, étant une femme. Et vos parents, vous voyant vous intéresser à cet instrument-là, n'ont-ils pas émis, disons, des... Non, ça n'a pas... Des réserves? Ça n'a pas gêné mon papa. Il m'encourageait même. Ma maman aussi, ça ne l'a pas gêné. D'accord. Vous évoquiez il y a moins, enfin presque une minute, le BEPC, l'orientation. Lorsqu'est arrivé cette année-là, il s'est imposé un échange avec papa sur la question de la piste que vous vouliez prendre. Revenons sur ces points. Ok, merci beaucoup. Et quand j'ai eu le BEPC, papa m'a fait asseoir et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Voilà. Et c'était une question sous inspiration divine. Donc il m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. Et quel que soit ce que j'allais choisir, le Seigneur allait être avec moi. J'ai dit ok. Et j'ai regardé un peu de mon passé, j'ai vu que je chante déjà et je joue à la percussion. Donc je peux faire la musique. Donc j'ai dit, je vais faire la musique. Ok, donc on a pris les renseignements, puis j'ai passé le concours d'entrée au lycée d'enseignement artistique et ça a marché. Et j'ai commencé les cours là-bas. C'est comme ça que j'ai intégré. Vous étiez folle de joie, ce jour-là?
Alors, pour résumer un peu votre parcours académique, je tiens à livrer cette information. Vous avez fait 3 ans au LEA, lycée d'enseignement artistique, ensuite 4 ans à l'École nationale de musique, 2 ans au centre de formation pédagogique, et depuis 2 ans, vous êtes professeur d'histoire de musique et professeur de djembé. Voilà, c'est ça. Vous vous éclatez? Ouais, surtout lorsque je fais mes cours de djembé. Alors, en tant que sachante sur la musique, particulièrement l'histoire de la musique, c'est quoi l'histoire du djembé, en quelques mots? Pour ce que je sais du djembé. Là, c'est le professeur qui parle, ouais. pas la passionnée. Ce que je sais du djembé, le djembé est né dans l'Empire mandingue. Voilà, l'Empire mandingue. D'autres, certains disent depuis le XIIIe siècle, d'autres nous parlent du XVe siècle ou bien du XVIIe siècle. Bon, ce qui est intéressant à retenir là, c'est l'origine. Où est-ce que cet instrument est apparu pour la première fois? Dans la frontière entre la Guinée et puis le Mali. Voilà, dans une région de là-bas. Et c'est là-bas que cet instrument est né, chez le peuple malinké, qui, selon l'histoire, le pratique depuis plus longtemps. Donc voilà pourquoi on attribue la paternité de cet instrument au peuple malinké. Sinon, à côté du peuple malinké, il y a d'autres peuples, comme les Soninké et les Bambara, qui pratiquent aussi cet instrument. Et au départ, on m'a dit que cet instrument était... il y a eu plusieurs hypothèses, en fait. Nous disent que cet instrument est né par les forgerons qui l'ont créé et qu'avant, il était tout petit et qu'on le jouait comme ça du bout des aisselles. Et puis, au fur et à mesure, au fil des années, on a confectionné le grand tambour aujourd'hui que l'on voit, le djembé. Voilà, j'essaie de raccourcir un peu. Voilà, qui s'est répandu au fur et à mesure, un peu partout dans le monde. Et hors d'abord de l'Afrique et plus en Europe, aux États-Unis, partout en fait aujourd'hui. Super. D'accord, merci déjà pour ce petit cours d'histoire. C'est aussi le titre d'une chanson d'un célèbre artiste ivoirien. Vous êtes professeur de djembé. J'imagine que vous avez dans votre classe une variété d'élèves. Est-ce que les filles sont suffisamment représentées ou en infime partie? On va dire suffisamment représentées, mais c'est vrai que ce n'est pas demi-mesure, demi-mesure. Mais c'est pas 50-50? Pas 50-50. C'est peut-être sur 10 élèves, j'ai 4 filles. Ah, donc c'est dit qu'il y a un intérêt croissant des filles pour le djembé. Oui, elles s'y intéressent. Elles s'y intéressent souvent. Et qu'est-ce qui les attire en général vers cet instrument? Je pense que c'est la rythmique. Je pense que c'est la rythmique qui les attire d'abord. Maintenant, après, quand elles entrent, elles sont confrontées maintenant à la difficulté de l'instrument même. Dans la pratique, ce n'est pas vraiment aisé de jouer toujours cet instrument. Ça fait mal. Tout à l'heure, Philo l'a dit, il s'inquiète pour mes paumes. Oui, le durcissement des paumes, voilà. La rugosité. Voilà. Est-ce que vous ne prenez pas un certain nombre de dispositions? Quand vous parlez de l'origine même du djembé, tout ça, l'Empire mandingue, ils ont des produits, hein. Il y a des feuilles qu'ils utilisent. Est-ce que vous avez ça? C'est pas pour ramollir la main, en fait. Non, c'est pour ne pas que ça puisse devenir, ça a devenu dur comme ça. Non. Parce que ça, là, vous allez saluer les gens et ça. Non, mais attendez, là, vous êtes en train de faire un procès. Non, c'est pas un procès. Je veux dire que elle est professeure. Attendez, le professeur. Attendez, mon cher Philo, vous parlez de ces paumes sans les avoir touchées. Ouais. Est-ce que vos paumes sont... Elle-même, elle en parle. Voilà. Alice, dis-moi, c'est quoi? Attends. Voilà. Il y a des femmes même qui pilent foutu, c'est peut-être plus dur. Alors, monsieur ne s'en plaint pas, les caresses, ça se passe bien. Oui, c'est tendre. Bien sûr. Gifle-moi. Non, mais c'est pas... Ouais, c'est aussi ça, cette émission, taquiner. C'est pas dur comme les autres. On ne peut pas mettre de crème pour ramollir la main, en fait. Okay. Parce que si tu ramollis la main, la sonorité n'est plus la même. Plus tu joues, ta paume est plus affermée et ça fait que le son, il est bon, il est plus net. Il est plus net. Donc, ça fait... Moi, je n'ai pas la paume vraiment dure. J'ai pas la paume vraiment dure. Est-ce que c'est parce que vous êtes chanceuse sur ce point-là? Parce que certains s'en plaignent. Là, j'ai ma petite idée. Oui, ok. Je me dis que plus l'apprentissage est sur un long moment, il est méthodique. Moi, j'ai commencé à jouer depuis l'âge de 9 ans. Donc, je me dis que c'est à cause de cela que ma paume n'est pas aussi dure que ça. Parce que j'ai des amis qui sont venus vers moi pour qu'on travaille ensemble le djembé, qui voulaient apprendre. Et sur un laps de temps, en 6 mois, ils se sont donné des objectifs. Il faut que j'arrive à jouer peut-être arrive à faire des solos de manière remarquable.
Quand tu te donnes cet objectif sur un laps de temps, tu vas bosser acharnement. Et c'est là, sur ce laps de temps-là, ça va t'abîmer les doigts. D'accord. Mais quand c'est méthodique, quand c'est méthodique sur une longue fréquence, tu n'as pas de souci en fait. Vous avez une question non? Cassandra, vous voulez poser une question à notre cher invité? Allez-y. En fait, pourquoi forcément ce choix-là en fait? Je suis un peu étonnée en fait, de ce choix parce que c'est souvent un métier d'homme. Enfin, Vous trouvez que c'est pas très sexy pour une femme de jouer djembé avec la transpiration, l'effort musculaire? Oui, voilà. Hein? Ouais. Je suis un peu étonnée. En fait. Alors, qu'est-ce que vous nous répondez, Sankofa? On va dire que c'est le djembé qui m'a choisi. Parce que comme j'ai dit, c'est pas moi qui l'ai choisi. Parce que j'étais toute petite, je le pratiquais sans même avoir conscience du fait que ça pouvait abîmer. Vous aurez pu refouler le djembé aussi. Si le djembé vient, vous dites, je ne veux pas djembé. J'ai été séduite, en fait. J'ai été séduite par la rythmique, je vous ai dit. Cette petite magie sonore. Voilà. Comme mon cousin jouait, j'ai été vraiment séduite. J'ai dit, mais ça, il faut que j'arrive à jouer comme lui. Faire mes doigts comme ça. C'était vraiment très beau. En tout cas, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous en avez fait tout un métier, vous en vivez, vous êtes payé mensuellement. Vous avez aussi vos à côté, comme on dit à Abidjan, vos gombos. Voilà. Ouais. Vous en sortez très bien. Une autre question d'une entreprenante à côté de vous. Non, ce n'est pas une question en tant que telle. Je veux dire, les métiers que les hommes ont l'habitude d'exercer, quand une femme décide de faire ce métier-là, de s'y mettre, au fait, elle doit redoubler d'efforts. Ouais. Parce qu'elle est plus attendue au tournant. Là, tout à l'heure, quand ma belle rentrait, elle avait les talons. C'est votre belle? Je ne savais pas. Façon de parler. Quand notre invité du jour rentrait, elle est rentrée avec les talons et le djembé entre les cuisses, au fait. Okay. Si c'était un homme, il allait rentrer les pieds nus. Mais vu que c'est une femme, elle est obligée de mettre ses talons, c'est-à-dire être féminine et exercer ce métier-là. Donc chapeau aux femmes qui ont décidé d'exercer les métiers que les hommes exercent depuis longtemps. D'accord. Alors, allons-y aussi prendre des questions ou commentaires de nos chers internautes. C'est Paulus Agathon qui s'en charge. Alors, Jean-Michel, belle transition. Alissa parlait tantôt de ces métiers qui étaient traditionnellement pratiqués par les hommes. Justement, nous avons une question sur la page Facebook. D'abord, celle de Kenzie PCS qui dit « Vraiment du courage, madame ». J'aimerais savoir la réaction des gens autour de vous. Est-ce que vous n'avez pas eu d'interpellation sur le fait que c'était les hommes, sinon c'est les hommes qui pratiquent plus ce métier? Une deuxième question, c'est cette fois-ci la question cette fois-ci de Claire Miguel qui dit généralement en Afrique, on dit une femme qui tape djembé ne se marie pas. Est-ce que c'est le cas pour vous? Sinon, est-ce que votre vie de couple est épanouie? Je pense qu'elle va commencer par la deuxième question pour rassurer très vite. Il faut très vite rassurer notre cher internaute sur la question. Oui. Je suis en Afrique, je suis une femme, je joue au djembé et je suis mariée. Et j'ai deux enfants. Deux enfants. Donc, pour dire que c'est possible, avec mon orchestre, j'ai fait une vidéo. On a fait une vidéo qui a circulé un peu, beaucoup même, avec plusieurs milliers de vues. Et une fois, je suis en train de regarder sur les commentaires, et il y a une dame qui a dit comme ça, il y a comme une table, il y a sa paume. Ça, là, mais si tu cuis, elle ne peut même pas caresser son mari là-bas. Tout de suite, mon sang a tourné une fois. Je me dis, mais attends, mais madame, vous ne me connaissez pas? Et puis après, je me suis calmée. Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. En fait, ça ne pose pas de... Ça ne gêne pas. D'accord, ok. Ça ne gêne pas, en fait. En tout cas, vous vivez bien votre passion et vous vivez bien aussi votre... C'est vrai que toute personne peut parler... Mais moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Alors, comment se comporte déjà votre première sortie musicale? À l'extérieur du pays. Vous avez sorti un single, c'est ça, un maxi-single? Ah, d'accord. J'ai fait sortir en février de l'an passé, en 2019, j'ai fait sortir un maxi-single intitulé Mama. Ok. Qui comporte 3 titres. Et ça tombe bien, Mama. Ouais. Mama. Franchement, dans le mois, quoi. Voilà. Il comporte 3 titres dans lesquels je célèbre la mère et puis je mets également en exergue mes compétences de percussionniste, on va dire ça comme ça. Et puis, je valorise aussi les sonorités africaines, voilà, que j'exploite dans mes compositions.
D'accord, une belle richesse donc offerte au public ivoirien et international. Alors ça va être quoi votre prochain défi? Vers quel avenir vous allez? D'abord, je suis encore en studio pour un deuxième single. Et je prépare également des spectacles. Merci. Je prépare également des spectacles pour, on va dire, une récolte de fonds. Okay. Voilà, parce que j'ai été retenue pour un festival à Kigali, au Rwanda. Super. Voilà. Donc j'organise des spectacles pour pouvoir recueillir. À quelle date vous irez votre... En juillet. En juillet prochain. Du 5... Juillet 2020. Oui, juillet 2020. Ok. Du 5 au revient le 13. Vous représenterez la Côte d'Ivoire? Oui, nous sommes deux groupes, sinon 3. Ok. 3, il y a deux groupes déjà en Côte d'Ivoire ici, et puis l'autre elle est ivoirienne, mais elle vit au Maroc. D'accord. Vous êtes ivoirienne et vous vivez en Côte d'Ivoire? Ouais. D'accord. Bah, écoutez, on est très fiers déjà d'avoir échangé avec vous. Vous avez partagé votre passion, votre flamme qui sûrement a enflammé plus d'un. C'était un témoignage utile et surtout un témoignage, disons, tout à l'honneur des femmes de Côte d'Ivoire, femmes du continent africain que nous célébrons ici à ces midis. Lui, il n'y a pas très longtemps, le doyen Kassi, il a aussi honoré sa partenaire à travers une belle dot. Il prévoit bientôt de lui passer l'anneau officiellement. En attendant, quel est son mot sur tout ce que vous avez partagé avec nous? La minute du doyen. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. D'abord, je vais vous faire un clin d'œil pour vous encourager à ne plus tenir compte des critiques. On n'avance pas avec ça. Sauf quand elles sont constructives. Oui, mais si vous vous laissez abattre par ça, c'est pas la peine. Revenons au tam-tam. Le tout premier instrument de percussion, ça va vous surprendre, par excellence, est le corps humain lui-même. Il existe, oui. Vous parlez par expérience? Oui, non, mais ça, le fait de battre les mains pour chanter, le fait de se taper le corps, le corps humain lui-même est un instrument naturel de percussion. Une sorte de membrane de peau. Oui, et il existe un grand nombre d'instruments de percussion dont l'un des plus connus est le tam-tam. Ou les djembés. Et même, oui, ou les djembés. Et le tam-tam même a plusieurs formes. On a plusieurs formes, le tam-tam. Le tam-tam a toujours joué un grand rôle. Dans la musique, en Afrique de l'Ouest, le tam-tam occupe une place très importante dans la musique. Il serait d'origine mandingue, comme vous l'avez dit tantôt, mais peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, le tam-tam occupe une grande place dans la musique. Alors, doyen Kassi, vous aujourd'hui, dans l'ancien temps, votre regard, à l'ancien temps, permettez-moi de vous poser oui. une question. Quel est votre regard en tant que sage, en tant que doyen sur le plateau? Personnellement, hein, quel est votre sentiment vis-à-vis de ce profil que nous avons aujourd'hui? On ne peut qu'encourager ça. C'est une très belle initiative et ça, tout ce qui est art, moi en tout cas, ça ne me laisse pas indifférent. Surtout que vous-même, vous avez une belle fibre artistique. Ouais. Et en tout cas, je l'encourage à continuer dans ce sens. Merci beaucoup. C'est assez original. C'est très gentil. Merci. Mais le tam-tam, ce n'est pas la première fois le tam-tam en Afrique. Le tam-tam en Afrique occupait une grande place. La Tonglan, par exemple, au pays à Caen, permettait de communiquer à distance. Oui. Voilà, c'est ça la Tonglan. Donc le tam-tam est pour nous, les Africains, un instrument très important. Très sacré. Je tenais à le souligner. Merci beaucoup, vous l'avez bien fait d'ailleurs. Alors, Léry Sankofa, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous rappelle, on salue aussi votre mari qui vous soutient énormément, c'est M. Kofi. Voilà, donc, dernière question avant de vous laisser partir. Vous avez 2 enfants, ils vous voient jouer parfois, qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils réagissent? Il y a des vocations qui sont déjà nées, qui bourgeonnent? Ils fredonnent tous mes chansons, mes compositions. À la maison, ils fredonnent. Et puis, mon fils, à l'âge de 8 mois, il m'a surpris une fois. Je revenais du travail et puis j'entre, je le vois, il a renversé sa boîte de lait et puis il a été trappé dessus. Et puis, mais toi, tu as vite commencé. Il y a toute la maison qui est contaminée. Vous avez envie de dire, pour finir, un petit mot à toutes ces jeunes dames ou ces filles qui peut-être sont intéressées par ces types d'instruments-là
et qui se gênent parce qu'elles se disent, bon, attention pour mes paumes, c'est pas trop sexy et tout ça. Vous avez un mot d'encouragement peut-être? Ou d'inspiration? Ouais. Avant, je veux dire merci. Encore merci à vous. Et merci à Sonia Talitakoum qui m'a habillée. Et j'aimerais dire à toutes ces dames-là qui veulent pratiquer cet instrument ou bien tout autre instrument pratiqué par les hommes, que tout est dans l'obstination en fait. Tout est dans l'obstination. J'ai une amie aussi qui joue à la batterie. Moi-même, je faisais la batterie aussi. Mais après, j'ai laissé me spécialiser sur la percussion. Il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai que c'est compliqué. Même le piano ou bien tous les autres instruments, il y a forcément une petite difficulté dedans. Mais quand tu as envie de faire, tu vas jusqu'au bout, tu t'en fous en fait. La difficulté qui est devant toi là, c'est un challenge en fait. C'est pas un blocage, c'est pas un mur pour te bloquer, mais c'est un défi que tu dois relever. Ouais. Donc à toutes ces dames-là, merci beaucoup à vous. Madame Begré Valérie, épouse Kofi, nom d'artiste Léry Sankofa. Nous vous souhaitons un destin exceptionnel et une bonne continuation et nous embrassons aussi vos élèves. Voilà. Merci. Et bisous aussi à toute la famille. Merci. Merci. Elle a dit